Merci pour l'invitation. Je suis content de voir aussi le professeur Sahar ici. On s'est vu à plusieurs reprises dans son ancienne fonction et je suis content de le voir ici dans sa nouvelle fonction. J'étais très curieux de venir aujourd'hui à cette séminaire, cette conférence, pour plusieurs choses. Et peut-être je reviens avec, ou je commence avec cet centre qui est animé par le centre juridique franco-allemand. Parce qu'ici, c'est vraiment une coopération franco-allemande. Donc vous, ça va peut-être pas vous dire beaucoup, mais cet centre est fondé dans l'année où moi je suis né, j'ai réalisé. Mais c'est surtout un exemple de comment deux pays peuvent travailler ensemble, qu'ils étaient des ennemis d'abord. On oublie souvent aujourd'hui qu'en 1945, il y avait une guerre qui s'était terminée, dans l'Allemagne d'un côté, la France d'autre côté, et ceci a terminé quand même des confrontations de, on peut presque dire, plusieurs centaines d'années. Donc la Sarre, si vous regardez sur la carte, une toute petite région, quand même un endroit, une toute petite région en Allemagne, était une région disputée entre les deux pays. La France l'avait occupée aussi pour des raisons de ressources naturelles, parce qu'il y avait beaucoup de charbon et de fer là-bas. Mais après un référendum, la majorité de la population avait voté pour revenir vers l'Allemagne. Et il faut vraiment dire à grand honneur de la France que la France avait accepté de faire un référendum et aussi de le respecter après. Donc après, c'est redevenu allemand. Et depuis lors, cette land, le plus petit en Allemagne, est un sorte de charnier parmi les deux pays. Et un charnier, ça commence avec une signature d'un accord. Mais cet accord, ça ne sert à rien si on ne met pas la vie réelle dedans. Et ce centre juridique, c'est seulement un de beaucoup d'autres mailles dans un tissu qui s'est développé, mais c'est un tissu très important et un élément très important. Donc, je suis aussi venu parce que moi-même, je suis juriste et travaillé sur les droits comparatifs, donc ça m'intéresse beaucoup moi-même. Certains gens disent le droit, c'est peut-être ennuyant, c'est des bouquins, on parle sur des paragraphes, mais en vérité, c'est d'autres choses. Parce que le droit, c'est l'organisation de la société pour trouver un équilibre qui est respecté par tout le monde. Et avoir un droit comparatif entre deux sociétés, ou une société, ou une génération de juristes, ou ceux comme vous qui s'intéressent à ce qui se passe dans un autre pays, ça veut dire qu'on ne connaît pas seulement le système dans son pays, qui organise son pays, mais aussi ce qui se passe à côté. Et on peut apprendre beaucoup de ce qui se passe à côté. Et c'est pour ça un centre français-allemand est tellement important aussi pour les juristes. Et c'est pour ça que je suis aussi content que maintenant ces activités commencent à s'étendre vers la Tunisie. Pour tous ceux qui sont dans le droit constitutionnel, donc la base principale de l'organisation de l'État, la Tunisie est très intéressante. Parce que parmi la famille des droits des pays, parmi la famille des États démocratiques, vous êtes les derniers venus. Donc les derniers arrivés ont l'avantage de profiter toujours des expériences des autres avant. Donc c'est pour ça chaque juriste constitutionnel, et pas seulement les juristes, mais ceux aussi qui sont dans la pratique, regarde qu'est-ce qu'eux ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont essayé d'organiser les défis, aussi des failles des autres constitutions. C'est pour ça que je suis très content que vous avez choisi le droit constitutionnel aussi dans ces deux pays comme un élément comme un sujet dans votre séminaire de la journée aujourd'hui. Quant à la substance, je voulais mentionner 3 sujets que vous allez traiter aujourd'hui et je voulais
honnêtement pas en tant qu'ambassadeur, mais peut-être en tant qu'Andreas Reinecke, donner quelques idées ou quelques réflexions. La première, c'est sur le rôle d'un cours constitutionnel qui est en train de se développer en Tunisie. On a plusieurs modèles que vous connaissez. Nous, on a choisi en Allemagne une cour de constitutionnel qui est vraiment capable de casser même les lois qui ont été promulguées par le Parlement. Donc les uns disent, waouh, quel est le droit d'une cour constitutionnelle de casser une loi qui est votée quand même par la majorité élue par le peuple. L'autre argument, c'est celui que nous on a choisi, c'est qu'on voulait avoir un contrôle supplémentaire qui contrôle même le résultat d'une majorité, d'une loi adoptée par une majorité avec la Constitution. Et pourquoi nous on l'a fait? Parce que surtout dans notre avant-dernière expérience démocratique, soi-disant d'État dans le Troisième Reich, le Parlement était abusif. Avec une majorité, ils avaient discuté et décidé des lois qui étaient évidemment anticonstitutionnelles, anti-légales, etc., etc. C'est pour ça qu'on a choisi un système où encore quelqu'un d'autre contribue avec un contrôle supplémentaire de ces actes. Donc le système de checks and balances, comme on appelle ça en anglais, donc des contrôles mutuels dans une société est encore une fois aggravé ou renforcé par un rôle de la Cour constitutionnelle qui est au certains cas même capable ou a même le droit de casser une loi décidée avec une majorité par le Bundestag ou par le Parlement, chez nous par le Bundestag. Ceci me ramène au deuxième point que vous allez aussi discuter, et c'est le point du rôle d'un juge. Bon, le juge, d'abord, il faut qu'il soit capable, il faut qu'il soit bien techniquement capable, il faut être un très bon juriste. Mais il est plus que ça. Il doit être un personnage respecté aussi par les parties, soit comme juge pénal, ou soit comme juge qui doit décider dans le litige, dans le droit civil entre deux parties ou deux adversaires. Au moins pour moi, ceci inclut aussi un comportement personnel. Donc, un juge doit se comporter d'une façon qui soit respectée par les autres. On peut longtemps discuter qu'est-ce que ça veut dire. Moi, personnellement, je trouve, même dans sa vie de tous les jours, un juge, dans le contexte où il habite, doit être une personne respectable. Qu'est-ce que ça veut dire respectable? Chaque société définit différemment. Bien sûr, un juge doit respecter les lois lui-même. Un juge qui constamment dépasse la vitesse et se fait attraper par la police, c'est pas nécessairement un bon exemple, pour dire quelque chose d'assez banal. Il y a d'autres exemples. Mais un juge doit aussi surtout garder son indépendance. Évidemment, indépendance contre les tentatives financières. C'est ce qui mène par contre à l'obligation de l'État de le payer aussi correctement. Je crois que c'est important. Chez nous, le juge, par exemple, a le salaire le plus haut, plus élevé dans le secteur public, toujours un peu plus que les fonctionnaires. Pas beaucoup, mais un peu plus. Donc, ceci doit contribuer à une indépendance financière, mais aussi une indépendance de l'esprit. Et ça me ramène aussi à une autre chose qui est discutée chez nous. Jusqu'à quel degré est-ce qu'un juge doit, dans sa fonction privée, s'impliquer dans une vie politique ou aussi participer dans des discussions politiques? Est-ce que quand il dit dans une discussion politique, et ça vient surtout un rôle pour les juges à la Cour constitutionnelle, quand il présente publiquement une position politique, est-ce que ça n'a pas une influence sur sa neutralité, surtout quand on arrive à la Cour constitutionnelle qui doit peut-être prendre une décision avec des implications politiques? On peut avoir des arguments en faveur
qui disent même aussi un juge est un être politique qui évidemment a le droit de s'exprimer. Mais aussi, on peut argumenter aussi que parce que pour garder la neutralité, il doit peut-être se retirer et être un peu plus prudent à comment il se présente publiquement, et je parle de publiquement, dans une position politique. Et ça me revient au troisième point, et j'en ai déjà fait allusion en parlant de l'indépendance financière. Le juge est, je crois, l'institution le plus importante dans la lutte contre la corruption. Je sais que dans beaucoup de pays, on essaye d'établir des comités, et des commissions, et des sous-commissions, et des sous-commissions qui contrôlent les sous-commissions, et une surcommission qui contrôle les sous-commissions. Avec les résultats que plus personne ne sait qui est responsable. Tout le monde est responsable aux personnes. Donc ça permet de diluer parfaitement la responsabilité. Mais comment est-ce qu'on peut le contrôler? Moi, personnellement, je suis en faveur du contraire. Il faut établir des responsabilités très claires. Une personne a le droit de décider, l'obligation de décider, argumenter à la rigueur par écrit pourquoi il a pris une certaine décision, oui ou non, consulter d'autres gens si nécessaire, mais garder sa responsabilité pour sa décision. Et cette décision, elle peut être contrôlée par un juge. Parce que le juge peut dire, voilà, je vois votre argument, vous l'avez noté, c'est dans un jugement, dans un arrêt, etc. Est-ce qu'il est vraiment valable, oui ou non? Et moi, comme juge, j'ai le droit et le rôle de le contrôler si quelqu'un porte plainte pour donner mon avis en tant que juge, pour avoir un contrôle supplémentaire. Je crois, dans ce contexte-là, le juge indépendant dans l'esprit et financièrement a, à mon avis, le rôle principal, primordial dans la lutte contre la corruption. Et je sais que c'est une discussion qui se passe beaucoup en Tunisie, mais croyez-moi, aussi chez nous, on a la corruption. Et si ce n'était pas à cause des juges qui rendent des décisions, des arrêts des fois très durs, la corruption s'élargissait. Donc il faut que aussi le juge montre les limites à tous ceux qui vont qui soutiennent la corruption. Donc voilà les 3 points que je voulais faire. Je vous souhaite beaucoup de courage, des discussions intéressantes et j'espère que ça va être une journée fructifieuse pour vous. Et je suis aussi très content que la Fondation Konrad Adenauer a contribué à cette coopération. Donc merci beaucoup aussi, M. Dix. Bonne chance à vous.